Merci, merci pour l'invitation, merci pour l'estime qu'on apporte à ma spécialité, c'est-à-dire l'imbécilité. Alors, il faut dire que ce livre est paru en italien en 2016 et en français en 2017. Ça fait déjà un peu d'années et comme vous savez, l'histoire, elle marche vite, surtout s'il s'agit d'imbécilité. Donc, je voudrais donner à mon intervention, si vous voulez, le titre « L'imbécilité ajournée ». J'essaierai de mettre à jour avec de nouveaux exemples qui ne manquent jamais, surtout durant la pandémie, tout ce phénomène que je voudrais mettre en clair. Je ne suis pas là comme un spécialiste d'imbécilité, mais plutôt comme un praticien, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît sa propre imbécilité, connaît aussi l'imbécilité des autres et essaie de voir pourquoi tout humain, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, fait des choses imbéciles. Donc ça c'était quelque chose, et on va arriver à la fin sur l'explication de ce point, qui définit l'imbécilité, c'est le propre de l'homme. C'est le propre de l'homme, puisqu'il serait fou de dire qu'une voiture, elle est imbécile, ou qu'un castor, il est imbécile. Les deux choses n'ont pas de sens. Donc, comprendre ce que c'est vraiment l'imbécilité, c'est faire une analyse ontologique, je voudrais dire définitoire, de ce que c'est l'homme. Ça va prendre pas mal de temps, mais je ferai vite. Et donc, je vais résumer les parties de mon discours. La première, tout quoique transcendantal, c'est de mettre les mains en avant, puisque, évidemment, tout le monde qui écrit des choses sur l'imbécilité, et c'est plein de monde qui écrit des livres sur l'imbécilité, s'expose à l'accuse d'être imbécile. Ça, c'est intéressant, puisque si j'écris un livre sur la Shoah, par exemple, je ne serai pas jugé nécessairement comme responsable de la Shoah. Là où, si j'écris un livre sur l'imbécilité, tout le monde me dira « tu es un imbécile ». Pourquoi? Parce que qui tu penses être pour juger l'imbécilité des autres, qui croit, toi, avoir ces podiums qui t'autorisent à donner des certifiés d'imbécilité au reste du monde. Et c'est l'argument de tout quoique transcendantal, c'est-à-dire tu qui parles de l'imbécilité, tu es imbécile et peut-être plus imbécile que les autres, j'assume ça. C'est-à-dire, vous aurez bien d'objections à me faire, mais pas celle de dire il parlait d'imbécilité, mais il était imbécile, ce qu'on dit par exemple normalement des psychiatres. On dit ils sont fous les psychiatres, mais pas dans ce cas. D'abord, je parlerai de l'imbécilité de masse. On parle toujours de l'imbécilité de masse et on est amené à privilégier l'imbécilité de masse, peut-être pour des raisons même qui ont à faire avec un préjugé de classe, comme si les masses étaient imbéciles. Évidemment, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut voir qu'est-ce qui nous amène à trouver comme probable, comme diffusé, comme la première chose qui te vient à l'esprit, c'est l'imbécilité de masse. On dit toujours, pensez au travail, aux réflexions, aux articles qui sont faits pour expliquer des faits historiques tels que le nazisme ou le populisme, et toujours il y a quelque chose comme l'imbécilité de masse qui
rôde dans cette explication, c'est un peu plus compliqué. Surtout parce qu'elle existe et c'est très bien témoigné. D'une certaine façon, pendant longtemps, mieux témoigné que l'imbécilité de masse, puisque les masses étant peu alphabétisées laissaient moins de traces. Maintenant, c'est plus la chose. Et les élites étaient spécialistes en imbécilité. On a maintes de preuves d'imbécilité d'élite, et pas seulement élite historique du type Donnéeux de Brioche, par exemple, ou choses comme ça, qui ont fait un peu l'exemple d'une certaine imbécilité ou une différence sociale, mais aussi dans le monde intellectuel. Je parle du monde intellectuel seulement parce que je le connais mieux. Je voudrais dire, je pourrais même parler des astronautes, par exemple, ou des joueurs de football, mais j'en connais moins. Tandis que j'ai une connaissance de l'intérieur du monde intellectuel, et c'est sur ce point que je prends mes exemples. Puis, évidemment, immense question qui a été en plus réactualisé d'une façon puissante après l'apparition du livre par la présidence Trump. La présidence Trump, elle est très, très intéressante, politiquement plus complexe qu'on ne croirait, mais la perception qu'on a eue, ça a été celle de l'imbécilité comme facteur politique, c'est-à-dire quelqu'un qui apparemment est très imbécile, qui dit de n'importe quoi, mais qui est en même temps, d'une certaine façon, un président efficace, pas nécessairement moins efficace qu'Obama ou Biden. Et donc, comment ça se fait? Là, c'est la véritable question politique. Comment ça se fait que l'imbécilité comme facteur politique peut être si importante? Après une dialectique de l'imbécilité, c'est-à-dire montrer, et ça sera la fin, qui montre comme, puisque l'essence de l'humain, c'est l'imbécilité, c'est-à-dire ce que distingue, comme je le disais, l'humain de la machine et de l'animal. L'humain, en tant qu'il est un mixte entre technologie et organisme, est le seul être au monde qui a le privilège douteux d'être imbécile. Mais il se trouve donc que toute la culture humaine, ça peut être défini comme une fuite sans fin de l'imbécilité, qui est très intéressant puisque toute fuite d'une imbécilité produit d'autres imbécilités plus sophistiquées, mais ça décrit d'une façon, je trouve, ravissante l'histoire humaine. Donc, commençons du premier point. Tout quoque transcendantal. Hein? C'est bien connu. Je crois que ce n'est pas l'original. C'est trop bien gardé. C'est une Jeep de la deuxième division blindée du général Leclerc, celle qui est entrée à Paris dans l'août de 1944. Et ce paraît que l'une de ces voitures avait c'était ce mot, mort au con, et on sait, on reporte que le général de Gaulle, en passant devant cette voiture, a lu le mot et a dit « vaste programme ». Oui, vaste programme en effet, puisque l'idée d'une extermination des imbéciles a tous les caractères d'un génocide parfait par rapport auquel le génocide qui avait été projeté par les Allemands, par les nazis évidemment, par les Allemands en général, n'était qu'une tâche minoritaire au fond
puisque s'il fallait exterminer tous les cons dans le monde, il n'y aurait plus de cons sur le champ, pour ainsi dire. C'est-à-dire, ce serait une hécatombe, je sais pas, mais pas mal de cons tombés. Alors, ceci nous donne déjà la première suggestion sur pourquoi on insiste tellement sur l'imbécilité de masse. Ce n'est pas que la masse est spécifiquement imbécile, c'est que les imbéciles sont beaucoup. Et donc, comme il y a beaucoup d'imbéciles, on est amené à penser que l'imbécilité est une question de masse, là où, plutôt que la connotation, numérique, la quantification se transforme d'une façon inaperçue ou presque dans une question sociale, c'est-à-dire ce sont les masses, ce sont les classes inférieures qui sont plus imbéciles que les autres. Là, c'est évidemment un équivoque. À propos, lui, il n'est pas un imbécile. Lui, Umberto Eco, il était très intelligent, mais il s'est passé une chose dont j'étais le témoin direct, puisque comme je suis prof à Turin, j'étais là lorsque le 10 juin 2015, l'année avant sa mort, je ne crois pas qu'il y ait un rapport causal, on lui a donné une laurea honoris causa, un titre honoris causa, et ça a duré l'entière journée. Il y a un colloque avant, puis il a fait une très belle lectio magistralis sur les théories du complot, qui était l'une de ces choses, de ses intérêts les plus profonds, les plus diffusés. Et à la fin de l'entretien, lorsque tout était, de la cérémonie, lorsque tout était fait, filmé, un journaliste, un aparté, lui demande qu'est-ce que vous pensez du web? Question ample. Et il répond le web c'est très bien, seulement il y a le problème qu'il donne la parole à des légions d'imbéciles. Peut-être que même quelqu'un d'entre vous a entendu ceci, les légions d'imbéciles. C'est intéressant puisque ces deux mots, légion d'imbéciles, a effacé tout le reste de la journée. De cette journée est demeuré seulement légion d'imbéciles, pour de très bonnes raisons, parce que tous se cernaient d'une certaine façon, concernés. Est-ce qu'il fait des allusions? Est-ce que Umberto Eco a alludé à moi en personne, ou à mes amis, mes parents? Et donc, il y a eu cette forme d'indignation publique contre le fait que, incontestable par ailleurs, que le web c'est plein de légions d'imbéciles, puisque on sait très bien que l'un des caractères du web, c'est le fait que tout le monde peut dire ce qu'il pense. Ce qui, d'un côté, c'est un signe de lumière, puisque les humains ont le courage de penser ou croire penser avec leur propre tête, comme le disait Kant. Mais de l'autre côté, il y a le problème que c'est que les têtes pensent, et je ne parle pas simplement des masses, mais aussi des élites, ne sont pas forcément des bonnes idées, des idées sages, des idées justes. Mais en principe, cela est bien. Reste que, quantitativement, on a des légions d'imbéciles. À partir de là, se crée un effet, disons, perspective qui est un peu faux. C'est-à-dire, vous aurez remarqué que presque tous les livres consacrés
à l'imbécilité, à la connerie, etc., etc., prend appui sur le point de départ, c'est il y a toujours de plus en plus cons. Les cons sont toujours plus nombreux. Là aussi, d'un point de vue numérique, il est naturel, c'est-à-dire comme il y a toujours plus d'hommes sur la Terre, il y a plus de cons sur la Terre, mais aussi il y a plus de génies sur la Terre. Donc, pas nécessairement négative la chose. Tout de même, cette impression que le con ou l'imbécile, il est toujours en prévalence et augmente numériquement avec le temps, dérive d'un côté du fait qu'on est très sensible aux cons contemporains, puisqu'ils sont ceux qui concernent à nous, et on a même le suspect d'être un con contemporain. Là où les cons de l'Antiquité sont moins intéressants, ça ne touche moins de près. Et en plus, et là il y a un changement technologique très important, tandis que là, l'imbécilité ancienne était très peu documentée, l'imbécilité contemporaine est hyper documentée, justement parce que on produit une quantité de documents sans précédent par rapport aux époques précédentes. Donc, la liaison intrinsèque entre imbécilité et documentalité, la production de documents, est quelque chose qui marque le présent, comme le marque la post-vérité, que, si on veut, est une variante de l'imbécilité ou de la ruse aux dépenses des imbéciles. Et ceci explique aussi un point. C'est-à-dire, j'ai beaucoup apprécié, je ne perdrai sans doute la conférence qui suit la mienne, c'est-à-dire la préhistoire de la connerie, puisque je suis sûr qu'il y avait des cons dans les caves du néolithique ou du paléolithique. Ce serait bizarre d'exclure cette possibilité. Il serait un peu, disons, rousseauvien. L'homme, dans l'état de nature, il est beau, intelligent, puis il devient con. Non, il y avait des cons là, comme ici, seulement c'était moins documenté. En plus, voir des mains placées sur le mur, signe de connerie, signe d'intelligence, signe de magie. Là, l'herméneutique, elle est très difficile à faire. Donc, on suppose que c'est un signe d'intelligence. C'est à quoi je suis amené à penser. Mais peut-être que c'était « espèce de con, arrête de placer ta main ». Qui peut l'exclure? Nous, on n'était pas là à le voir. Ce qui démontre, par exemple, là, c'est vous savez, il y avait deux parties de gens de supporters des jeux de chevaux à Constantinople, les azules et les verts. Et une fois, comme vous savez, durant la révolte de la Nika, il y a eu un véritable coup d'État qui a été fait par ces gens, qui étaient évidemment des cons. Il n'y a aucun doute quant à ça. Mais on ne connaît pas les noms, on connaît seulement la chose en général. Là, par contre, là c'est très italien, mais quand même, ce monsieur s'appelle Genni la Canaille. Genni, ce n'est pas féminin. En napolitain, c'est masculin puisque c'est l'abréviation de Gennaro. Donc, c'est Genni la Canaglia qui était le chef contesté par la police, etc., de Tifeux du Naples. Alors, il y a un moment où Genni la Canaglia
était au centre des discussions, des débats, et évidemment l'idée, mais il est vraiment con, Gianni la Canaglia et tous ses amis. Mais ceci pourquoi? Parce qu'il y avait des blogs sur Gianni la Canaglia, les journaux parlaient de Gianni la Canaglia, il y avait des débats, des interrogations parlementaires sur Gianni la Canaglia, ce qui n'était pas le cas pour les connards d'autrefois. Alors, ceci explique donc une raison technologique pour l'ainsi dite prévalence de l'imbécile aujourd'hui. C'est une prévalence documentale, c'est-à-dire elle est bien plus documentée qu'autrefois. En plus, ça peut devenir structuré. Par exemple, quelqu'un qui croit que la Terre est plate. Alors, je suis sûr qu'il y en avait beaucoup au XIXe siècle. Seulement, il était le fou du village et personne ne lui prêtait attention. Maintenant, ils peuvent se rencontrer, faire des colloques entre ceux qui croient que la Terre est plate, paraître sur les journaux, avoir des revues scientifiques qui portent sur le sujet. Et donc, il y a cette imbécilité hyper documentée qui, évidemment, s'applique très bien à la politique aussi. C'est-à-dire que moi, personnellement, c'est peut-être simplement une question, une faiblesse petite bourgeoise pour la haute bourgeoisie. Mais je préfère de loin Franklin Delano Roosevelt par rapport à Donald Trump. En plus, j'ai le soupçon que Franklin Delano Roosevelt était bien plus cultivé et intelligent que Donald Trump, même plus présentable si vous voulez. Mais il ne faut pas se nier que, par exemple, Thomas Mann eut un dîner officiel avec Franklin Delano Roosevelt durant la Deuxième Guerre mondiale, et il dit finalement il est vraiment un dictateur. Donc c'était quelqu'un d'autoritaire, mais l'autorité était placée d'une autre façon. Mais, disons, je suis sûr que les conversations devant la cheminée par lesquelles Franklin Delano Roosevelt s'adressait à la nation étaient plus réfléchis, plus préparés et surtout plus rares que les tweets de ce type, écrits parfois entre temps qu'il s'endormait. Vous savez, ce fameux tweet que peut-être a été écrit puisque s'est endormi pendant qu'il tweetait. Vous pouvez imaginer la lucidité de cette insomnie politique qui est à la base de l'action politique de Trump. Donc, il est plus facile, pour ainsi dire, de se tromper si on écrit en continuation. Et ça vaut aussi pour des gens très intelligents, ce qui me qui m'amène à passer à l'imbécilité d'élite, puisque apparemment, vous savez que Edmund Husserl, l'un des plus grands philosophes du siècle passé, écrivait tout dans une sténographie, en plus une sténographie personnelle qui faisait qu'il pouvait écrire une masse de choses et à une vitesse incroyable, et comme résultat, on a trouvé des milliers et milliers de pages d'Edmund Husserl, et il y avait ce monsieur, le père Leo Van Breda, qui a recueilli tous ces textes et les a placés à Louvain, et maintenant c'est une attitude qui dure depuis longtemps. Des gens qui doivent faire des thèses vont à Louvain et passent des mois à transcrire 10-20 pages de ces pages illisibles. Mais le père Van Breda, justement, se demandait, mais comme il a écrit toutes ces choses,
il est impossible qu'il n'ait pas écrit des conneries. Même s'il était Husserl, puisque sur le quantitatif, et alors, puisqu'il était un sincère admirateur de Husserl, le fait qu'on pouvait découvrir des bêtises, des imbécilités de Husserl, voilà. En fait, on a une preuve publique, je ne dirais pas d'une imbécilité, mais d'une certaine naïveté de Husserl dans l'une des dernières lettres qu'il a écrites à Edith Stein, son élève qui depuis est devenue belle-sœur, et qui commence en disant « Je ne savais pas qu'il était aussi difficile que de mourir ». Que, au fond, c'est un peu entre le naïf et l'imbécile. C'est-à-dire, est-il difficile de mourir? D'un côté, il est très facile, il arrive toujours. De l'autre côté, ça implique des considérations. Mais si on veut venir à un imbécile plus typique, c'est-à-dire plus reconnu et reconnaissable, il est Martin Heidegger. Dans cette tenue, il aide pas mal à former l'impression d'imbécile, puisque c'est comme il était habillé en imbécile. Portrait du philosophe en imbécile, mais c'est la mode de l'époque. Mais le fait que Martin Heidegger, oui, c'est lui. Martin Heidegger, vous savez, Heidegger, pardon, nous Italiens, on ne prononce jamais le H et comme résultat, on ne nous entend jamais, ce n'est pas un désavantage. Alors, il y a ce passage très beau de Thomas Bernhard dans Altemeister. Je suis sûr que c'est traduit en français aussi, ça ferait vieux maîtres anciens. Dans Maîtres anciens, je vous recommande la lecture d'une page et demie inoubliable de Maîtres anciens où il décrit l'imbécilité de Heidegger, qu'il définit l'imbécile de Préalpes. Décrit surtout des photos qu'une photographe très bonne d'ailleurs avait pris à Martin Heidegger et dans la hutte de Todtenberg et dans la maison de Freiburg et c'est parfait. Il ouvre, il coupe le pain fait à la main. Il ouvre le livre, fait à la main. Tout est fait à la main dans la maison de Martin Heidegger. Et il est décrit d'une façon convaincante comme un imbécile. Il y avait une certaine jalousie de Thomas Bernhard par rapport à Heidegger parce que son ami Ingeborg Bachmann avait écrit sa thèse sur Heidegger. Donc il détestait qu'une femme qu'il considérait aussi intelligente pouvait écrire une thèse sur un imbécile. Mais quand même, on peut trouver pas mal de phrases imbéciles de Heidegger. Par exemple, justement, dans Qu'appelle-t-on penser, il dit non seulement que les animaux ne meurent pas, ce qui était en plus le prélude de se demander si vraiment les Juifs mouraient, puisque on sait très bien quel est le contexte de la réflexion de Heidegger sur ce sujet, mais en plus, il disait que le singe n'a pas de main. Ce qui, s'il y a une chose qu'un singe a, est la main, et la possibilité d'opposer la pouce. Donc là, c'était vraiment le préjugé anti-singesque et anti-animalesque, et par contre l'exaltation de l'humain, surtout si allemand, philosophe, habillé comme ça, qui gérait toute la chose. Là, je peux raconter un souvenir personnel. J'ai eu l'occasion
d'être présent lorsque Jacques Derrida, durant son séminaire, c'était l'un des derniers qui donnait à l'école normale, avant d'aller à l'école d'autres études, et c'était dans la salle du SAN. Il donnait ce cours sur la main de Heidegger, qui justement thématisait ce bizarre évitement, cette idée que le singe n'a pas de main. Et à un moment donné, ce n'est pas écrit, mais il se demandait, je me demande où Heidegger avait vu un singe dans le forêt noire. Effectivement, de trouver un singe dans le forêt noire et élaborer une théorie sur le fait que le singe n'a pas de main, c'est vraiment un peu trop aventureux. Je vois que... combien de temps vous me donnez encore? Je ne sais pas, 45 minutes à partir de 14h30. Ah oui, donc je peux compter encore sur 15 minutes. Vous m'accordez encore 15 minutes. Là, c'est encore une réflexion, puisque il faut savoir quand même, pour ne pas être trop tranchant avec Heidegger, c'est le fait que Heidegger, par ailleurs, a écrit l'un des ouvrages les plus importants de la philosophie du XXe siècle, c'est-à-dire Être et temps, et en plus, il a une intuition qui, s'il l'avait élaborée non seulement à l'avantage des humains, mais à l'avantage des organismes en général, il aurait pu démontrer pourquoi, et c'est une question qui nous occupe beaucoup maintenant, les ordinateurs ou l'intelligence artificielle jamais ne pourra prendre le pouvoir. Et le motif, il est simple, c'est-à-dire l'organisme, y compris l'organisme fribourgeois, a seulement deux positions, on-off, ou bien il est allumé, ou bien il est éteint. Et lorsqu'il est éteint, il n'y a pas de résurrection en général. Apparemment, il y a un cas, mais c'est controverse. Donc, là où le mécanisme, que ce soit un sémaphore ou que ce soit un ordinateur, est fait pour avoir une série de mouvements. On-off, on-off, on-off. Remarquez l'analogie morphologique entre le sémaphore et l'onde de Freiburg. Mais en tout cas, ceci nous montre que, selon l'idée de Heidegger, que je partage profondément, seulement un organisme est guidé par les nécessités métaboliques, est guidé par le sentiment de l'irréversibilité, et donc il est guidé par des fins, des buts, des véritables nécessités, puisque un ordinateur sans électricité ne souffre pas. Simplement, un humain sans nourrisson souffre et peut mourir, ce qui ne se passe pas pour l'ordinateur. Avoir ce type d'attitudes qui sont accessibles seulement à des organismes fait ainsi qu'on peut voir l'idée de prendre le pouvoir dans un branque de loup, par exemple, dans un conseil de département, dans un parlement, mais pas parmi, par exemple, un frigidaire et une lampe dans un Internet des choses. Ce n'est pas que la lampe veut prendre le pouvoir sur le frigidaire ou pas, puisque elle n'a pas ce besoin d'organismes et de nécessités qui sont à la base de la vie humaine et qui expliquent l'imbécilité, puisque l'humain est ce type d'organisme qui, comme tous les organismes et plus que la plupart des autres organismes, n'est pas adéquate
à son propre milieu et donc doit continuellement intégrer son propre milieu par des intermédiations techniques. Mais ces intermédiations le révèlent comme imbécile. Banalement, la première fois dans laquelle quelqu'un se sent imbécile, c'est lorsqu'il essaie de trouver, par exemple, le bouton. Il y a beaucoup d'objets, par exemple, les télés dans les hôtels. On ne trouve jamais les boutons. C'est-à-dire, on les trouve chez soi, puisque on est les possesseurs, on est accoutumé. Mais dans les hôtels, pas, jamais. Puisque c'est l'idée, c'est plus chic si on ne voit pas les boutons. Mais comme on ne trouve pas le bouton, tout le monde se sent imbécile. Ce qui ne serait pas le cas d'un singe, d'un castor, d'un cheval, à supposer qu'il soit dans un hôtel. Bien. Évidemment, puis, il y a une manière très forte de développer d'une façon positive et géniale l'imbécilité, et c'est celle de se présenter comme sujet supposé savoir, comme le psychanalyste Lacan. Je ne dis pas qu'il était un imbécile, c'était quelqu'un que probablement était lui aussi en partie un imbécile, comme tout le monde, mais qui connaissait très bien l'imbécilité humaine, pour des raisons cliniques, et a basé toute sa carrière sur l'imbécilité. Et je voudrais même dire, il y a ce livre d'une dame qui a vécu longtemps avec Lacan, La vie avec Lacan. C'est une psychanalyste. Elle est parue il y a quelques années. Pardonnez-moi, j'oublie, mais je vais chercher, puis je vais... Mais c'est très bien, qui raconte que, vous savez, le Lacan des 10-15 dernières années était quelqu'un qui avait trouvé que la forme du sujet c'est représenté par un nœud borromène. Il faisait ce type de nœud comme ça, et là c'est le sujet. Il y avait les patients qui étaient là, les analysants, qui parlaient. Ils ne disaient rien, ils faisaient toujours ce nœud. Il en faisait des douzaines par jour. À la fin de la journée, il y avait une dame qui recueillait tous ces nœuds et les posait religieusement dans des armoires. Et puis, il a eu l'idée d'aller expliquer sa théorie du sujet à qui? À l'imbécile de Préalpes. C'est-à-dire, il a décidé d'aller chez Heidegger, lui expliquer sa théorie du sujet. Il a pris avec cette dame sa Porsche, il conduisait très vite, prenait une quantité d'amende pour cela, et allait directement de Paris à Fribourg. Tout est raconté dans ce livre. Claire? Ah. Pardon? Gloria. Ah, Catherine Millot, oui. Justement, oui. La vie avec Lacan. Et aller jusqu'à Fribourg. Entre-temps, Heidegger avait eu un ictus, donc c'était un peu comme ça sur sa chaise. Lacan est arrivé, lui a expliqué sa théorie du sujet en français. Et il est revenu chez soi. En plus, la dame qui raconte la chose dit, en remontant sur l'auto pour revenir à Paris, mais tu crois qu'il était nazi? Et Lacan, sans doute. Et il est reparti. C'est une histoire surréelle qui tient beaucoup de l'imbécilité et qui est sans doute, si jamais, une histoire d'imbécilité d'élite. On avait vraiment les sommets intellectuels de l'Europe qui se rencontrent l'un avec l'ictus et l'autre avec ses nœuds. Bon.
l'imbécilité comme facteur politique. Alors, l'imbécilité comme facteur politique, elle est très importante parce que nous permet de naturaliser des choses que par contre seront autrement impensables, injustifiables. C'est-à-dire, on est souvent amené à dire qu'il y a des causes cachées, compliquées, même des complots qui sont derrière les événements. Là où on pourrait aisément dire qu'on a eu des coups d'imbécilité, comme on a des coups de génie, puisque l'imbécilité, ce n'est pas un statut régulier, c'est quelque chose qui définit la nature humaine, mais qui se manifeste d'une façon particulièrement éclatante seulement dans certains cas, et qui font des coups d'imbécilité qui expliquent l'histoire. Donc, l'imbécilité, à tort, n'est pas considérée un facteur explicatif du comportement humain. On parle plutôt de l'aliénation, on parle plutôt des lois indépassables de l'histoire, on parle d'autres contraintes, mais rarement on dit il était des imbéciles. Là où c'est une justification qui peut s'appliquer. Si vous lisez par exemple les mécanismes qui ont fait que l'Europe entière est allée en guerre en août 1914, vous verrez sans doute qu'il y a là-dedans beaucoup d'imbécilité, des équivoques, des gens qui n'étaient pas à la hauteur de la tâche qu'ils devaient maintenir. Et donc, c'est banalement de l'imbécilité. Maintenant, je ne me diffuse pas sur ce point, puisque c'est un point chaud et controverse maintenant, mais par exemple, tous les débats sur les no-vax, les no-tax, les no-pass et tout ce no qui est présent, peut avoir aussi des explications qui sont liées non seulement à du raisonnable ressentiment politique, des précautions sanitaires légitimes, mais aussi peut y avoir quelque chose comme l'imbécilité, puisque si quelqu'un te dit « je ne prends pas les vaccins puisque ça peut être dangereux pour la santé, et en même temps ce type fume », alors là, tu as un peu le sentiment que ça pourrait s'appliquer, mais je ne touche pas ce point, je vous donne simplement des objets classiques. Exemple classique d'imbécilité politique, là c'est Miguel de Unamuno dans les années 30 qui a fait un discours, il était le recteur de l'université de Salamanca, et il a dit que c'est le général Milan Astray, qui était le commandant de la Légion étrangère espagnole, désire une nouvelle Espagne qui est une création négative, sans doute à cause de sa propre image, c'est-à-dire qu'il désire une Espagne mutilée, qui n'était pas vraiment gentil, puisque en effet, Milan Astray avait quelque chose comme 27 blessures, y compris le manque d'un bras, d'un œil, d'un tas d'autres parties de son corps. En tout cas, Milan Astray répliqua en disant la phrase qui peut être le slogan de l'imbécilité politique, muera la inteligencia, viva la muerte. Ceci est vraiment quelque chose qui se retrouve, ça a été longuement commenté, par exemple, vous savez, ce livre remarquable, l'un des premiers de Slavoj Žižek, La jouissance comme facteur politique, ça aurait été plus justement intitulé L'imbécilité comme facteur politique, d'autant plus que
le climax de ce type d'analyse s'est fait par le discours que dans le février 1943, Goebbels tint au Palais des Sports de Berlin, c'était juste après Stalingrad, et il dit voulez-vous la guerre totale, plus totale que personne ne peut imaginer, la guerre la plus atroce, etc., etc. Il y avait des dizaines de milliers de personnes. Waouh, tout voulait la guerre totale. Ils l'ont en plus. Mais et Goebbels était parfaitement conscient, puisque dans son journal de ce jour, il écrit « C'était la foire de l'imbécilité. Si je leur aurais dit « Jetez-vous du Columbus Palais, qui était un supermarché berlinois », il l'aurait fait. Donc, il était bien conscient, mais donc, l'imbécilité est une question politique. Et ça, c'est Léon Degrelle. Et le commentaire, c'est de Céline à Sigmaringen. Il se trouve que en décembre 1944, Léon Degrelle est venu à Sigmaringen, où il y avait le gouvernement français en exil, comme vous savez, et il a fait tout un discours sur les espoirs de l'avenir, parce qu'il y avait l'offensive des Ardennes, donc il pensait maintenant tout va basculer, etc. Et Céline, qui était présent avec son chat, a dit « Quel est ce roi de Caen ?» En plus, comme vous savez, le roi de Caen est l'exemple de Tintin, puisque Hergé, il était ami de Degrelle, et c'était inspiré à Degrelle lorsqu'il a dessiné Tintin. Et s'il est vrai que, comme le dit Degrelle, lorsque Hitler lui avait donné une distinction très importante en 1944, en lui disant « Si j'avais eu un fils, j'aurais voulu qu'il était comme vous », donc si Hitler avait eu un fils, il l'aurait voulu comme Tintin. Mais là, ce sont des histoires longues à développer. Je viens à la partie terminale. Donc, un autre exemple sur lequel on insiste beaucoup, c'est la servitude volontaire. Vous savez qu'on a republié des dizaines de fois ce texte d'Étienne de la Boétie pour décrire quelle est l'attitude des humains, etc., etc. Il est vrai que, pour des raisons qu'il faudrait analyser, mais qui ne sont pas analysable dans le temps qui me reste, il est vrai que depuis quelques décennies, la seule façon dans laquelle un sujet est capable de se penser comme sujet politique, c'est comme victime. C'est-à-dire toujours comme esclave et jamais comme maître, comme l'était par contre dans la dialectique de Hegel. Et donc, vous savez, si on veut analyser l'image, que l'animal de gauche a une chaîne visible, mais utilitaire, parce qu'il a accepté cette chaîne et il reçoit un change qui te cache, je ne sais pas, des choses comme ça. Et l'animal de droite, par contre, s'est acheté avec son propre argent une chaîne invisible qui la relie à d'autres animaux invisibles. Maintenant, elle est au part, mais elle est en train de travailler. Pourquoi elle est en train de travailler? Parce qu'elle produit de la valeur. Donc, selon moi, il faut utiliser le fait que les humains ont cette attitude qui est en partie intelligente, en partie imbécile, à être toujours branchés avec des connexions pour reconnaître que les humains produisent de la valeur. Normalement, les plateformes disent que l'échange est à la paire, c'est-à-dire moi je te donne gratuitement des infos et tu me donnes gratuitement des infos. Mais ce n'est pas le cas puisque la plateforme
devient propriétaire des infos que tu lui donnes, tandis que tu n'es pas propriétaire d'avoir appris que si je regarde sur Google si Marseille est bien en France, je ne deviens pas propriétaire de Marseille, là où la plateforme sait que M. X, le jour tel, dans le moment tel, et tout cela produit des capitaux, le véritable capital de notre époque, puisque toutes ces données peuvent être accumulées, confrontées avec des milliers d'autres données, et les plateformes ont la manière de gagner sur ceci, et en plus peuvent être vendues comme tout autre bien. Donc il y a un énorme avantage qui devrait, selon moi, être reproduit, redistribué parmi les usagers. Pas tous les usagers, évidemment, parce que qui a un travail, évidemment, n'a pas besoin de ça. Mais tous ceux qui sont en train de perdre le travail à cause de l'automatisation qui est rendue possible par le web, devraient être touchés par une initiative que j'imagine européenne. Mais là, c'est encore un autre discours qui tient quand même à l'imbécilité, puisque nous savons très bien que l'imbécilité politique est normalement issue de la peur. Et la peur, maintenant, c'est surtout de perdre le travail. Donc, si on crée un welfare state, un welfare digital, on va réduire le tas d'imbécilité dans le monde. Réduire, mais pas abolir, puisque l'imbécilité, et ça c'est la dernière slide, l'imbécilité c'est vraiment le propre de l'homme. Vous savez, la question que le Sphinx pose à Édipe, que l'animal que le matin marche à 4 pattes, à midi à 2 et le soir à 3. La réponse est l'homme, et ceci implique qu'il y a de la technique dans la définition de l'homme. Il y a le bâton. Il y a quelque chose de technique qui définit l'homme, là où il ne définit pas le singe. Non pas parce que le singe n'a pas de main, mais parce que le singe peut utiliser ses mains comme pattes. Ainsi, si le singe a mal ici, il peut marcher comme ça et c'est fait. L'homme, non, ce n'est pas possible. Donc, l'homme à l'état de nature, l'homme sans technique est un imbécile. Ceci est vrai au point de vue étymologique, puisque imbécilité dérive de in baculum, c'est-à-dire dépourvu de bâton. Donc, l'homme sans bâton est l'imbécile. Évidemment, il se munit du bâton pour remédier, pour suppléer, pour faire quelque chose pour son imbécilité, ce qui est vrai. Ce bâton peut devenir l'ordinateur, mais il est vrai que l'ordinateur, ça devient une manière excellente pour révéler sa propre imbécilité, qui ne sera d'ailleurs la même imbécilité primaire de l'humain sans bâton. Merci.